On peut peut-être passer à l'exposé de M. Aouride maintenant. Merci, Monsieur le Président. Je serais tenté de paraphraser cette célèbre phrase de La Bruyère: « Tout est dit et on ne fait que se répéter ». Je risque de répéter certaines choses qui ont été dites et savamment dites. Mais avant de faire mon exposé, je voudrais quand même soulever quelques questions. Car quelque part, si j'ai bien compris, cette incursion dans l'histoire a ou devrait avoir pour objet une certaine vision de l'avenir. Et si j'ai bien compris, comme cela a été dit par M. Védrine, on ne peut pas s'endormir sur ses lauriers. Et c'est valable des deux côtés. Je pense qu'il y a un effort commun, aussi bien en français qu'au marocain, à se connaître davantage. Ces deux pays sont liés par un lien stratégique. Et donc cette incursion dans l'histoire n'est pas vaine, n'est innocente. Deuxième remarque, ça a été dit, je le redirai encore, le cas marocain est spécifique. Il est exceptionnel et cela nous interpelle. Pourquoi, en fin de compte, que quelque part, ce fut un cas d'une colonisation réussie? Je pense que c'est le thème même de mon intervention. Et le Maroc est spécifique incontestablement par le legs du protectorat, par l'œuvre de Lyautey incontestablement, mais cela aussi est vrai par la spécificité du Maroc lui-même. Maroc pluriel, un Maroc, car on a tendance à penser le Maroc comme étant arabe, il l'est, mais il n'est pas qu'arabe. Il est aussi et fondamentalement berbère. Et je pense que quelque part, cette spécificité est en grande partie à l'origine de sa tournure. Troisième élément, cela a été dit, je le redirai encore une fois, le Maroc est un cas de continuité. On n'a pas finalement à déplorer de soubresaut ou de rupture. Et on ne peut s'empêcher de faire quelques comparaisons. Autant l'Algérie s'est faite par des ruptures, autant le Maroc se fera par finalement des continuités. 1830, quand l'armée française a débarqué donc sur la baie de Sidi Frouj, c'était tout simplement une page de tournée. Les Français voulaient tout simplement bâtir sur une table rase. Dans le cas marocain, c'était dans le respect de la tradition. En 1962, l'Algérie indépendante s'est faite aussi par une rupture. Le Maroc indépendant de 1956 ne s'est pas fait par une rupture, mais par une appropriation du legs colonial. Est-ce que nous avons suffisamment de recul historique pour aborder des questions hautement sensibles et émotionnelles? Ce matin, M. Védrine a dit comme quoi nous avons peut-être suffisamment de recul pour aborder objectivement des questions brûlantes qui ont trait au passé colonial. Je le souhaite. Je le souhaite, même si quelque part je déplore un peu le manque finalement d'objectivité quand on aborde finalement cette phase cruciale de l'histoire du Maroc, c'est-à-dire le passé colonial. Déjà, à écouter un certain nombre de mes compatriotes ce matin qui considèrent que l'histoire du Maroc remonte à 13 siècles. Je ne partage pas cette vision, que je considère comme étant étriquée. L'histoire du Maroc plonge ses racines dans des temps beaucoup plus immémoriaux et tout simplement une conception objective devrait intégrer toutes les séquences de l'histoire du Maroc et partant de l'Afrique du Nord. Je ne peux pas, par exemple, adhérer à une quelconque vision finalement qui réduirait l'histoire du Maroc à 13 siècles. Voilà déjà quelque part un différent
avec mes compatriotes. J'ai entendu tout à l'heure des comparaisons avec le monde arabe, etc. Et toute la question, est-ce que le Maroc est arabe? Parler arabe, oui, le Maroc parle arabe, mais nous savons par des statistiques, ou du moins des estimations, qu'en 1912, 80% de Marocains parlaient berbère ou amazigh. Donc, c'est dire que finalement, l'objectivité s'impose. Mais je ne suis pas tellement sûr qu'on soit à même finalement de projeter un regard objectif sur cette séquence, réduite par certains à être une parenthèse, alors que c'est une séquence déterminante, je veux dire par là le protectorat. Car dans le discours officiel du Maroc indépendant, on considérait le protectorat comme étant une parenthèse. Je ne partage pas cette vision. Au lendemain de l'indépendance, un grand journaliste et ami du Maroc, qui a connu sa femme dans les années 1946 au Maroc, alors qu'il travaillait auprès du résident Labonne, Jean Lacouture, avait écrit un livre dans les années fin 50, Le Maroc à l'épreuve, où il avait rencontré un peu les élites qui allaient faire le Maroc, qui avaient déjà fait le mouvement national et qui allaient en grande partie faire le Maroc. Et toute la question, est-ce que les Marocains vont rejeter cet outil qui s'appelle le protectorat? Le reproduire, ce n'était plus possible parce qu'il était déjà en crise par ses propres concepteurs. Le rejeter n'était pas sage parce que c'est l'instrument de modernisation de ce pays, mais il fallait se l'approprier. Et c'était toute la question, et elle le demeure. Alors, ceci étant, je serai obligé, comme mes prédécesseurs, à faire ce voyage dans l'histoire pour rappeler quand même certaines choses connues, mais on ne perd pas à les rappeler. C'est que le cas marocain, c'est la convergence de maturation de deux modèles. Le premier, c'est le Tunisien qui a mis en place le système du protectorat. Autant que je sache, le premier système du protectorat mis en place par la France, c'était en Tunisie en 1881. Déjà, ce système ou ce modèle, ce modus operandi donc, qui a été mis en place en Tunisie sera celui qui sera reconduit au Maroc. Il y a, je dois peut-être aussi rappeler que l'un des résidents généraux qui allait en quelque sorte, l'un des résidents généraux qui allait imprimer leur style dans ce qui était la Tunisie, Combon aura comme collaborateur un certain Eugène Regnault. Je crois que c'est fondamental à le rappeler. Eugène Regnault, le concepteur du protectorat, ça, on a tendance à l'oublier, avait travaillé donc dans le cabinet donc, à Tunis avec Combon et s'est inspiré donc de ce modèle, lequel Combon sera donc ministre plénipotentiaire à Tanger et qui sera, rappelez-vous, le signataire du traité du protectorat le 30 mars 1900. Regnault. Eugène Regnault. Eugène Regnault, c'est le signataire et le concepteur du protectorat. Il y a incontestablement une maturation de l'expérience française, et comme nous l'avons entendu ce matin, l'expérience asiatique, particulièrement dans ce qu'on appelait l'Indochine, et le motto de celui qui était le gouverneur général, régner avec le monde arabe que contre lui. Et l'expérience de Gallieni, dans laquelle, dans le sillage duquel va graviter et évoluer le jeune Lyautey. On a dit beaucoup de choses sur Lyautey et je voudrais quand même apporter certaines petites choses, parce qu'il y a plusieurs Lyautey en fin de compte.
il y a Solioté qui donc a un peu réfléchi sur l'expérience coloniale, qui s'est inspiré à la fois donc de ses prédécesseurs à Madagascar, Gallieni, et l'Anesman donc en Indochine. Il s'est inspiré aussi du modèle britannique en Inde. Il a vu aussi l'expérience algérienne qui, selon son expression, avait, je cite, dépersonnalisé l'indigène. C'est pour ça que quelque part, l'expérience marocaine sera un contre, une réaction. Une réaction donc à ce qui était considéré comme étant un échec, ou du moins pas un cas de réussite. J'ai dit tout à l'heure qu'il y a deux Lyautey. Le Lyautey d'avant 1912, qui avait officié en Algérie, donc qui était chef de la division Ensfra, qui défendait les intérêts de l'Algérie française et qui avait procédé à la politique de grignotage qu'on appelait la tache d'huile, par des ponctions sur les confins algéro-marocains, comme on l'appelait, ou des territoires qui exprimaient l'allégeance au souverain marocain. Et c'était le même Lyautey aussi qui avait du mépris, comme il a exprimé dans ses correspondances, à l'égard à la fois du Makhzen que de l'islam, qu'il considérait comme étant une religion fanatique et les musulmans comme étant des fatalistes. C'était un peu finalement la vision qu'avait Lyautey et qui va changer du tout au tout. Car quelque part, il faut quand même se rappeler que Lyautey de 1912 n'était pas celui d'avant. Il va miser et jeter son dévolu sur le Makhzen. Il va même considérer, comme cela a été dit tout à l'heure, sur l'islam comme étant finalement une force alliée qui pourrait être instrumentalisée dans l'échiquier européen. Il aura même à forger un peu le concept d'un califat du Maghreb ou de l'Occident musulman. Mais ce qui nous intéresse, c'est bien sûr le Lyautey de 1912 qui va marquer profondément l'expérience coloniale du Maroc, à telle enseigne qu'il n'y a pas que Lyautey historique, mais un Lyautey mythe. Bon. Et je pense que les deux, finalement, s'imbriquent. J'avais dit que le protectorat n'est pas l'œuvre de Lyautey. Et la conception du protectorat revient à Eugène Regnault. Mais c'est certainement Lyautey qui lui donnera un lustre, qui lui insufflera une âme, par sa double structure qui ne marque jusqu'à maintenant. Le Maroc d'aujourd'hui est encore marqué par une structure traditionnelle, dépositaire d'une mémoire, et par une structure moderne, chose qu'on ne trouve dans aucun pays du Maghreb, autant que je sache. Lyautey, en vertu du traité d'Éphèse, va respecter, conformément à l'article 1, l'islam, le Makhzen, et introduire les réformes nécessaires. Voilà un peu l'intitulé de la première disposition du traité d'Éphèse. Dans quelque part, les deux dispositions seront finalement à la charge du sultan, c'est-à-dire la préservation de la tradition. Mais la deuxième, c'est-à-dire l'introduction des réformes, sera du ressort du résident général. Il va doter donc le Maroc de moyens dans ce qui sera appelé le Makhzen néo-chérifien. Donc il y aura un Makhzen traditionnel, logé dans l'enceinte du palais, et à côté, il y aura une administration moderne qui gravite autour du sultan avec une batterie de direction qu'on appelle le Makhzen néo-chérifien, dont la direction la plus importante était les affaires politiques et intérieures, la direction des finances et la direction
des travaux publics. C'était pratiquement les directions les plus importantes qui vont être et se muer au ministère dans le Maroc indépendant. Il se trouve toujours dans la même enceinte, dans le même lieu, tel qu'il a été donc conçu par l'IOT. L'épicentre du pouvoir, à Rabat, finalement, pratiquement, est concentré entre ces deux structures qui étaient des directions conçues et mises en place par l'IOT. Mon propos n'est pas finalement de dresser un exposé sur l'histoire du protectorat, car nous savons que quelque part, l'approche de l'IOT sera dépassée, ou du moins remise en cause par ceux qui lui ont succédé. On reviendra sitôt à ce qui s'appelait donc l'administration directe. Et il y aura un trait qui ne sera pas démenti, c'est que beaucoup de gouverneurs généraux qui ont servi en Algérie et de résidents généraux qui ont servi en Tunisie serviront au Maroc et non l'inverse. Tel par exemple Steven Steg, par exemple, qui remplacera l'IOT, qui était à Alger, ou Lucien V, qui était à Tunis, etc. Mais le contraire n'est pas vrai. Je pense que c'est fondamental, donc finalement, rappeler que quelque part, le Maroc était un aboutissement. Je voudrais quand même dire certaines choses qui n'ont pas été abordées, puisqu'on m'a demandé de parler du Maghreb, de l'apport des Algériens. Car quelque part, il y avait un Maghreb de fait, un Maghreb français. Cela pourrait surprendre, parce qu'on pouvait finalement circuler aisément, il fallait tout simplement être muni d'un laissez-passer. Et autant l'administration finalement revenait aux Français, autant les corps intermédiaires étaient dévolus essentiellement à des Algériens. C'est un peu ce qu'on appelait, par un terme générique, l'ouasté, c'est-à-dire l'intermédiaire. Je crois que c'est fondamental, et c'est aussi valable pour le Maroc que pour la Tunisie. Je crois que c'est fondamental à rappeler, pour la simple raison, c'est qu'ils avaient donc une précocité avec la France, une certaine intimité avec la langue française, et donc quelque part, ils servaient en quelque sorte d'intermédiaire. Je pense que c'est fondamental à rappeler. Et je citerai deux noms qui vont marquer l'histoire du Maroc. Cela surprend, comme on vient de l'entendre dans l'excellent exposé de tout à l'heure, sur celui qui était chef du protocole du sultan Sidi Mohamed Ben Youssef. Il était kabyle, algérien de Kabylie. Fqih Ma'amri. Fqih Ma'amri. Donc, et Ben Ghabrit. C'est un peu deux personnages donc, qui vont marquer pratiquement l'expérience du protectorat, mais ils ne sont pas les seuls. C'est-à-dire le frère Ma'amri, donc, qui servira pratiquement avant même le protectorat. Il était donc affecté à Fès auprès du grand vizir, et puis finalement instituteur à Fès et précepteur du sultan. Et par la suite, donc, directeur de son cabinet. Il va tout simplement accompagner l'ère du protectorat. C'est lui, par exemple, qui jouera les intermédiaires lors du débarquement français. Et dans même des dossiers très délicats, il sera finalement le vis-à-vis entre le sultan et la France. Tout à l'heure, j'ai entendu comme quoi donc, il y a eu le transfert des restes de l'IOT. C'est lui qui était chargé finalement d'être le vis-à-vis entre le roi Hassan II et non pas Mohamed V, comme cela a été dit ce matin, mais c'était du temps de Hassan II qui avait demandé le transfert des restes de l'IOT. Donc, et c'était encore une fois Ma'amri qui était kabyle, avec son turban kabyle berbère, à l'aise en langue arabe, en langue française, et en kabyle, bien sûr, comme il était berbère. Le deuxième personnage, c'est Qaddour Ben Ghabrit, qui avait servi donc à la légation de Tanger dans les débuts des années du siècle, et celui qui avait traduit le traité. Celui qui a été donc l'interprète entre le sultan Moulay Hafid
et Renew. Ce personnage, haut en couleur, jouera un rôle très très important. Et vous savez que c'est lui le concepteur donc, de la grande mosquée de Paris, donc Qadour Ben Ghabrit. Je surprends beaucoup de Marocains en leur disant comme quoi c'est lui qui a conçu le drapeau marocain. Cela surprend donc un certain nombre de Marocains de savoir que le concepteur du drapeau marocain était algérien et comme quoi le premier ministre de la Maison royale et du protocole était algérien. Il y aura un certain nombre d'événements internationaux qui vont remettre en cause finalement le protectorat. Déjà un peu les idées marxistes, l'émergence de ce qu'on appelait l'étoile nord-africaine ici à Paris par un certain Al-Hajj Ali Abdelkader et puis bon, remplacé en 1927 par Msali El-Hajj, le Daïr dit berbère en 1930, etc. Donc, et l'émergence d'une conscience maghrébine autour d'une revue donc, éditée ici à Paris qui portait le nom Maghreb et dont le directeur en chef était le petit-fils de Karl Marx. Languet, c'est ça? Robert Jean Languet, exactement. Et puis donc la grande crise suite, et cela a été dit de manière très pertinente, des années 40. Suite à la défaite de la France, du gouvernement Vichy. Et je pense que vous avez omis un élément très important, l'attaque de Mers el-Kbir. Mers el-Kbir. C'est quelque chose, c'est un élément très, très... Mers el-Kbir, en Algérie, voilà, donc c'est par les Britanniques, et puis le débarquement donc, des Américains, l'opération Torch, en novembre 1942, et puis bon, bien sûr la fameuse conférence, c'est dire que le sol a craqué sous les pieds des Français. Les Américains, donc, finalement, ont doublé, et cela va changer, et les Marocains, comme les Maghrébins, et les Algériens et les Tunisiens étaient perceptibles à cette nouvelle donne. Il n'y aura pas finalement cette effervescence nationaliste sans incontestablement l'évolution propre à l'Europe, c'est-à-dire la Deuxième Guerre mondiale, et le jeu américain. C'est incontestable, et vous avez donc signé cette date cruciale dans l'histoire moderne du Maroc, le discours du sultan de 1947, comme cela a été dit tout à l'heure par son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, et par vous-même. C'était pratiquement le point de rupture. C'était le point de rupture. C'était considéré comme étant une déclaration de guerre. Dans les milieux français, le discours du sultan de 1947 était pratiquement un affront, un lèse-majesté. Et je pense que c'est à partir de ce moment-là que la décision a été prise finalement de déposer le sultan. C'est un peu la thèse dans un article que j'ai écrit, mais on ne va pas s'attarder là-dessus. Ce qu'il faudra retenir, et ça a été brillamment dit tout à l'heure pour que j'y revienne, c'est que l'indépendance du Maroc, contrairement à l'Algérie, ne se fera pas par une rupture. Il y avait une convergence de vues à la fois des Français et des Marocains, et les Français, certainement, qui considéraient l'Algérie comme étant française, préféraient finalement neutraliser aussi bien la Tunisie que le Maroc. Il y avait, cela a été dit tout à l'heure, une armée de libération à vocation maghrébine et qui menaçait les intérêts de la France, et donc la France avait concocté ce qu'on appelait l'indépendance dans l'interdépendance, terme forgé par Pierre Mendès France, dans le cas tunisien d'abord, et repris dans le cas marocain par Edgar Faure. J'ai dit tout à l'heure que l'histoire du Maroc ne s'est pas faite par des ruptures. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des contradictions difficiles à gérer. Car dans le Maroc indépendant, il y avait pratiquement 3 forces en lice. Et que le palais devait en quelque sorte essayer de gérer le mouvement national qui avait une légitimité. Mais il y avait aussi des éléments essentiellement dans l'armée
qui ne partageait pas les vues du mouvement national, avec quelques éléments de la technostructure, même s'il était embryonnaire, et qui pesait. Finalement, ce noyau d'officiers pesait, avait son mot à dire. Certains avaient une expertise militaire incontestable, mais aussi une connaissance des arcanes de l'administration. Mais je pense que plus que cela, avaient une certaine vision du Maroc. Une certaine vision qu'ils voyaient dans le sillage de la France. Et cela les mettait en contradiction donc avec le mouvement national. Je pense que quelques noms ont été cités. Le plus prestigieux et le plus haut gradé était le général Ktani, le seul, autant que je sache, à avoir le grade de général parmi les indigènes. Ktani, et qui avait servi, donc, avait administré une région de l'Allemagne après la défaite à partir des années 46. Mais celui qui fera parler de lui, c'est certainement celui qui n'était pas encore général, qui était capitaine général Oufkir. Or, finalement, ces milieux avaient une vision autre que celle du mouvement national. Et l'autre force, qui n'était pas organisée, mais c'était le monde berbère. Le monde berbère avec quelques soulèvements, dont cela a été dit tout à l'heure, dans le Tafilalet et puis le Rif. On ne va pas revenir là-dessus, mais c'était en fin de compte les trois éléments, les trois finalement forces en lice. Et le palais va finalement s'adonner à un jeu d'équilibrisme. Autant des fois essayer de gagner par exemple l'aile modérée du mouvement national, essayer d'intégrer le mouvement berbère en créant par exemple un parti, faire en sorte que l'armée ne soit pas que finalement dans ses casernes, mais aussi dans l'administration, etc. Et cela sera plus clair lors de l'avènement de Hassan II en 61. Je voudrais dire qu'il y avait dans le règne de Hassan II une forme d'ambiguïté, mais constructive en fin de compte. Il se présentait comme étant un souverain moderne, mais c'est un souverain qui allait instrumentaliser la tradition. La tradition était un élément de gouvernance, alors que la Tunisie et l'Algérie se sont faites pratiquement par une opposition à la tradition. Je voudrais tout simplement, à titre anecdotique, dire comme quoi, Ben Bella, par exemple, juste après sa libération, avant même l'indépendance, donc c'est-à-dire en avril 62, dans un voyage à Tunis, il avait dit « Nous sommes arabes, nous sommes arabes, nous sommes arabes » en français. C'est quand même très significatif. Donc, ce que n'aurait pas fait El-Fassi. Par exemple, un certain nombre d'expressions vont être finalement limées. Nous savons que, par exemple, dans la culture maghrébine, il y a des préfixes, disons, de noblesse, Sidi, Moulay, etc. Des fois par respect, des fois parce qu'on considère que c'est des ascendances du prophète. L'Algérie indépendante va biffer finalement. Donc tout ce qui réfère finalement à ces attributs de distinction, à telle enseigne que, par exemple, un village, donc à la frontière maroco-algérienne, la Lamrania, cessera de s'appeler la Lamrania pour s'appeler tout simplement Mrnia. Même si pour la petite histoire, cet espace donc, faisait partie du royaume chérifia et qui était annexé par la Mauricie. Mais ça, c'est la petite histoire. À titre anecdotique, mais c'est une anecdote, on prétend comme quoi, par exemple, il y aurait une rue à Alger qui s'appelait Anatole France, qu'on aurait changé à Anatole Algérie. Mais c'est la petite histoire, etc. Mais ce que je sais, par contre, c'est que je l'ai vu de mes propres yeux à Casablanca, pas loin finalement du lycée Lyoté. Il y a une rue qui s'appelle rue la Réunion. Donc je lisais en caractère latin rue la Réunion, mais en arabe, ce n'était pas la rue Réunion. C'était la rue... non, Jtima.
Jtima, Zanqad Jtima. Alors qu'à côté, il y avait la Guadeloupe, et on a traduit la réunion par Jtima, c'est-à-dire meeting. Voilà. Voilà. Donc c'est dire qu'en fin de compte, quelque part, nous partageons beaucoup de choses avec les Algériens. Ce jeu d'équilibriste ne va pas finalement se faire sans heurts. Et tout à l'heure, ça a été donc, on a abordé donc les soubresauts des deux coups d'État, c'est-à-dire de cette structure ou cette technostructure autour finalement essentiellement de l'armée qui va se redresser. Et quelque part, le Maroc d'aujourd'hui sera finalement un incessant effort d'équilibre entre ces trois composantes. Le mouvement national ou nationaliste, avec son avatar, l'islamisme du PJD, le monde berbère, qui quelque part est une composante essentielle dans la texture sociologique, culturelle et politique, et la technostructure. Je crois que quelque part, c'est une constante dans le Maroc d'aujourd'hui. Une constante finalement, et je crois, à mon humble avis, ce n'est pas l'historien qui parle, mais c'est plutôt le politologue et le Marocain, donc il faudra incontestablement dépasser pratiquement cette situation. C'est-à-dire que quelque part, on doit passer du Marzen à l'État et d'une configuration ethnique à la citoyenneté. Et je pense, et c'est peut-être ma conviction, bon, elle vaut ce qu'elle vaut, je ne vois pas le Maroc en dehors d'une relation privilégiée avec la France. Je crois que quelque part, ce n'est pas une séquence, et encore moins une parenthèse comme cela a été dit, car quelque part, je considère que c'est une séquence marquante, et si le Maroc est ce qu'il est, c'est certainement grâce finalement à cette histoire. Tourmenté, c'est un fait, mais très riche. Cela, bien sûr, se fera par une connaissance mutuelle, mais se fera par, du moins du côté marocain, par la préservation d'un excellent outil qu'on doit s'approprier, et de manière claire, et qui a un peu le statut d'un enfant naturel. C'est la langue française. Je pense que quelque part, il faut tout simplement cesser de voir cet héritage comme étant un boulet, un héritage, c'est tout simplement, il est nôtre. Il faut se l'approprier, et à mon humble avis, ça sera l'expression justement de cette histoire, et certainement d'un devenir commun. Merci. Ce sont des propos un peu iconoclastes quand même. Ouais. Mais on n'a pas demandé à Hassan Aourid de venir pour nous réciter la Bible, ou le Coran, encore moins. Voilà. C'est évidemment très, très stimulant, comme ce matin l'intervention de Omar Sarri, mais ces deux interventions sont bien équilibrées par ce qui a été dit tout à l'heure par Pierre Vermeuren, qui est rentré dans le détail de beaucoup d'ambiguïtés, et par Guillaume Danglos, qui nous a quand même montré un jeu triangulaire entre les États-Unis, la France et le Maroc, qui est toujours, qu'on le veuille ou non, le jeu décisif de l'équilibre diplomatique et politique du Maroc. Il ne faut pas se tromper. C'est toujours... On est toujours sur ces paramètres. Ils ont changé de visage, ils ont changé parfois de thématique, mais ils sont toujours là, dans la réalité très profonde de la diplomatie marocaine, de la diplomatie française vis-à-vis du Maroc. Le Maroc a toujours été un grand sujet de diplomatie française. Il faut bien voir aussi ces choses-là dans cette continuité. Quand tout à l'heure, Hassan Aourid a parlé de Regnault, il faut bien voir qu'à l'époque, le Regnault représentait le Quai d'Orsay. Il y avait toute une école marocaine du Quai d'Orsay qui était l'école des protectorats et qui avait pris comme parti de considérer que le Marzen existait en tant que tel depuis très longtemps et était capable d'administrer le Maroc, quelles que soient les périodes de haut et de bas. À l'inverse,
il y avait en face de cette école diplomatique, dont l'expression ultime a été Regnault, il y avait ce que j'appellerais l'école politico-militaire saharienne, qui considérait qu'il fallait laisser à des administrateurs, la plupart du temps d'origine militaire, au contact des populations locales, administrer le Maroc et en particulier administrer le problème des frontières en intervenant sur l'équilibre entre les tribus de part et d'autre des frontières. Et toutes ces deux écoles étaient en opposition extrêmement forte, à la fois sur le problème des confins algériens et sur le problème de l'avenir de la monarchie alaouite. Le débat est lancé bien avant Lyautey dans les cercles intérieurs de la réflexion politique marocaine. Et si Lyautey succède à Regnault, négociateur du traité de Fès, et qui était légitimement et naturellement le premier résident français, il en avait d'ailleurs l'ambition, eh bien c'est tout simplement parce que la situation militaire devient extrêmement, extrêmement violente au Maroc en 1912 et qu'on considère, à juste titre d'ailleurs, qu'un diplomate n'est pas capable de faire la guerre. Et donc il vaut mieux confier ça à un militaire qui sera capable, au nom à la fois d'une capacité militaire et ensuite d'une capacité d'administration d'un territoire, et pas d'un État, et pas d'une nation, mais d'administration d'un territoire sur lequel on va inventer la structure du protectorat. Toute la philosophie lyothéenne vient de ce basculement entre une vision diplomatique et une vision politique qui est issue essentiellement de l'Algérie, de la civilisation algérienne. Il y a un deuxième point qu'Hassan Aourid a très, très, très bien décrit, c'est l'influence profonde des Algériens dans la structure politique marocaine. C'est un sujet très important. Il ne touche pas simplement Sima Hamri ou Sima Harbit, il touche aussi le docteur Khatib, qui était d'origine algérienne, et qui était algérien, naturellement, et qui est devenu marocain en 1958, et qui est le créateur du PJD. Voilà. Donc on voit très... Et pourquoi au fond, le gouvernement, l'Algérie avait irrigué le Maroc et la Tunisie, comme l'a dit très bien Hassan Aourid, tout simplement, non seulement à cause du profil des personnages qu'on envoyait en mission au Maroc au sein du Marzen, mais également parce qu'ils étaient parfaitement francophones et qu'ils arrivaient à faire rentrer dans le mécanisme du Marzen, qui était un mécanisme purement arabe, la langue française et la pensée française. Donc on est sur des notions qui sont des notions très très importantes de création de filières, de formation qui touchent à peu près tous les niveaux du Marzen et qui sont le produit, au fond, d'une réflexion coloniale française de l'époque sur des sujets aussi fondamentaux que l'identité des pays dans lesquels on se trouvait, le degré d'administration directe ou indirecte auquel il fallait les soumettre, et troisièmement, l'influence généralisée de la langue française sur l'ensemble maghrébin. Tout ceci perdure aujourd'hui, quel que soit. Hassan Aourid a parlé du PJD. Il est évident que le PJD est le successeur historique de l'Istiklal et que la vocation fondamentale du PJD est de remplacer l'Istiklal sous une version moderne de la bourgeoisie et du nationalisme. Et le combat politique, un des combats politiques les plus importants du Maroc aujourd'hui, n'est pas les différends entre les uns et les autres, c'est le combat structurel entre l'Istiklal et le PJD. Savoir qui va être l'identitaire de la bourgeoisie dans le jeu politique marocain. Donc tout ce qu'a dit Hassan a des prolongations, évidemment, tout à fait actuelles, tout à fait pratiques. Et il faut savoir que les racines de tout ça vont très très loin dans l'histoire et que dans ce long voyage historique, eh bien, la France est un compagnon de route, que l'on le souhaite ou que l'on ne le souhaite pas, mais elle est toujours là.